séance. Donc, bonjour à tous et bienvenue pour cette 8e séance du séminaire cours de la chaire de géopolitique du risque consacrée cette année donc, à technologie et globalisation. Aujourd'hui, nous allons parler du risque de l'attentat avec nos deux invités, Emmanuel Pierre Guittet et Mathieu Langlois. Mais avant de les présenter, je vais laisser la parole au directeur de la chaire de géopolitique du risque, au professeur Peter Burgess, pour nous rappeler un petit peu la séance précédente, en tout cas les principaux enjeux que nous avons évoqués, et introduire les enjeux que nous aurons l'occasion d'aborder aujourd'hui. Je vous rappelle très rapidement, avant de commencer, comment on s'organise au cours de ces séances. Donc, les deux intervenants auront une vingtaine de minutes pour présenter leur expérience ou leurs travaux. Et puis ensuite, nous prendrons 20 à 30 minutes pour discuter ensemble depuis leur présentation. Et nous garderons évidemment une trentaine de minutes pour que tout le monde puisse poser les questions à nos deux invités. Je vous rappelle que vous avez deux possibilités. Vous pouvez intervenir directement en levant la main ou bien en laissant vos questions sur la box questions-réponses qui est juste en dessous de votre écran. Donc, je laisse tout de suite la parole à Peter. Merci Sarah. Bonjour à tous et bonjour surtout à nos invités et merci d'être parmi nous ce soir. La dernière fois, donc, nous avons analysé la question de la santé publique, surtout à l'ombre de la crise sanitaire actuelle. Mais au-delà de l'attention qu'ont porté les deux intervenants sur la pandémie de la Covid, ils ont partagé aussi une simple, je dirais, réalité empirique qui nous préoccupe de manière assez générale dans ces séminaires. Ils ont montré, chacun à sa manière, combien la crise de la Covid ne reste pas une crise de la Covid. La crise, autrement dit, la crise se transforme. Comme toute crise, comme toute catastrophe sanitaire ou autre, la crise de la Covid dépasse ses propres limites. Elle dépasse, en l'occurrence, les limites de la biologie. Elle est, comme disent certains philosophes, extatique, c'est-à-dire son être prend la forme d'un dépassement d'elle-même. La crise actuelle de la Covid met finalement en scène cet aspect de la maladie hors d'elle-même. Pour Sylvie Briand, d'un côté, il était question de l'infodémie, vous vous rappelez, c'est-à-dire de la manière dont la pandémie se transmet en parallèle et souvent indépendamment du virus biologique. Et pour Didier Fassin, de l'autre côté, il s'agissait de l'importance de la pandémie comme de toute maladie, comme quelque chose qui relève de la forme dans laquelle il se raconte, dans la manière dont se met en scène la différence entre la biologie et la biographie. On peut donc résumer en disant que la pratique de gestion de risque que nous trouvons au cœur de la pandémie est en même temps une pratique de gestion de sens. L'analyse de risque devient un dispositif de sens. Il donne un sens à ce que nous ne savons pas, à l'inconnu. Donc, il en va de même, mutatis mutandis, pour l'expérience de l'attentat. Il s'agit de porter son regard sur la manière dont le sens de l'attentat se dépasse en quelque sorte, comment la crise dépasse les faits de la crise. La crise est les crises que représente un attentat est encore une fois exotique. Pour l'analyste du risque d'attentat, d'un côté, il s'agit de chercher à savoir où commence et où finit l'attentat, quelles sont les conditions préalables et quelles sont les conséquences prévisibles. Mais il faut savoir que les choix analytiques qu'on prend portent aussi des conséquences. Ils peuvent servir à intensifier ou alléger la violence ou l'impact de la crise. Il y a donc ce qu'on peut appeler une incertitude analytique au-delà de l'incertitude pratique. Pour l'analyste, il ne s'agit donc pas de faire abstraction de la crise, au contraire, en l'analysant, on en fait partie.
au niveau de l'intervention par les acteurs en première ligne, de leur côté, on voit aussi une sorte de gestion narrative de risque. On analyse, on se racontente en mettant ensemble les faits tels qu'ils se présentent, tels qu'ils se révèlent dynamiquement au long de la crise. Cette analyse narrative s'appuie bien sûr sur l'expérience, sur l'expertise et c'est sur les valeurs de ceux et de celles qui sont en première ligne. Donc, je m'en réjouis de notre échange et je redonne la parole à Sarah Carré pour les introductions. Merci beaucoup, Peter, pour cette introduction. Donc moi, je vais avoir la lourde tâche, évidemment, comme chaque séance, de présenter nos deux invités. Et je suis vraiment très heureuse qu'on les reçoive aujourd'hui pour cette séance. Je vais commencer par vous, Mathieu Langlois. Donc vous êtes le médecin-chef du groupe d'intervention d'élite de recherche, assistance, intervention, dissuasion, mieux connu sous le nom de RAID, depuis 2012, c'est-à-dire que vous dirigez le soutien médical tactique de l'unité d'intervention. Vous avez ainsi coordonné plusieurs interventions en situation de crise et de grande incertitude, puisque vous êtes notamment intervenu lors des attentats de Mohamed Merah en 2012, de l'Hypercacher en janvier 2015 ou encore au Bataclan en novembre 2015. Vous êtes ainsi spécialisé en anesthésie-réanimation et traumatologie en situation d'urgence. Vous êtes également l'auteur de nombreux articles scientifiques dans des revues médicales, notamment dans la revue hospitalière de France. Je pense à l'article «La gestion de crise intra-hospitalière face à la menace terroriste», coécrit avec Jean-Baptiste Dulion et Mathieu Rau. Et puis, bien sûr, vous avez publié en 2016 un ouvrage intitulé «Médecins du RAID, vivent en état d'urgence», dans lequel vous revenez sur la nuit du 13 novembre et de votre intervention au Bataclan. Donc, on aura l'occasion de vous entendre dans un second temps. Et nous commencerons donc cette séance avec notre chercheur du jour, Emmanuel Pierre Guittet. Bonjour à nouveau, vous êtes chercheur associé au Center for the Study of Global Human Movement à l'Université de Cambridge au Royaume-Uni et également au Centre d'études sur les conflits, liberté et sécurité rattaché à l'Université Paris X Nanterre. Et vous avez enseigné les relations internationales, la sociologie des conflits et du terrorisme à Sciences Po Paris, mais également à l'Université de Montréal et à l'Université de Manchester. Vous avez été professeur invité en criminologie à l'Université libre de Bruxelles et co-directeur de la collection New Approaches to Conflict Analysis aux presses de l'Université de Manchester et de la collection Studies in International Political Sociology aux éditions Routledge à Londres. Mais vous êtes également un expert externe pour le Commonwealth Secretariat Countering Violent Extremism Unit sur les questions justement relevant du terrorisme et de la radicalisation, ainsi que pour le European Parliamentary Research Service au Parlement européen, donc sur les questions de justice des affaires intérieures, affaires étrangères, sécurité et défense. Et vous avez produit ainsi de nombreuses recherches et évaluations pour le comité donc Libé du Parlement européen, ainsi que pour les ministères des Armées et de l'Intérieur français, l'Agence française pour le développement et d'autres ONG internationales. Parmi vos nombreuses publications, je citerai notamment votre ouvrage paru cette année et qui est coécrit avec François Tullier, Homo Terrorismus, dans lequel vous vous livrez quelque part un petit peu au même exercice que nous vous proposons ce soir, puisque vous y confrontez ici recherche universitaire et expérience de terrain. Donc, je vous laisse tout de suite la parole pour une vingtaine de minutes. Merci beaucoup pour cette présentation et merci beaucoup surtout pour cette invitation à ce séminaire. Je suis vraiment ravi de pouvoir contribuer à ce séminaire de géopolitique et qui plus est avec mon co-intervenant Mathieu Langlois. Alors, vous l'aurez constaté, on fait des métiers extraordinairement différents, on a des parcours très différents, mais néanmoins, et c'est là où ça me semble être très intéressant, nos avis ne sont pas si divergents que cela. On a des réflexes communs sur la question qui nous préoccupe ce soir. Voilà. Alors, j'ai un petit PowerPoint que je vais donc hop,
Est-ce que j'ai mis le bon? Pas vraiment. Partager l'écran. Okay. Here we go. Voilà. Ça vous reposera les yeux d'avoir quelques images qui ne soient pas seulement celles de mon petit intérieur et de ma figure. Bien. Avant de s'aventurer, je pense, dans le monde de la prospective, de quoi demain sera-t-il fait, et de la probabilité, donc mesurer le risque et ses conséquences potentielles, il est important, mais vraiment important, que l'on s'entende sur ce terme d'attentat. Qu'est-ce qu'on veut dire dans ce terme d'attentat? Alors, très gentiment, Sarah a mentionné effectivement cet ouvrage coécrit avec François Thuillier, policier ancien des services de renseignement français, Homo terrorismus, les chemins ordinaires de l'extrême violence. Et nous avons suggéré dans cet ouvrage que pour bien saisir les répertoires de la violence dite terroriste, eh bien, il convenait de mettre entre parenthèses l'attentat. Non de l'ignorer, non de l'occulter, mais de le mettre entre parenthèses pour éviter, dans la mesure du possible, eh bien, d'être pris dans le tourbillon des émotions qu'un attentat suscite inévitablement. Alors, il serait dommage de simplement mentionner que cet ouvrage, puisque très récemment, Florence Fauché et Jérôme Truc ont proposé aussi un très bel ouvrage sorti il y a quelques semaines, Face aux attentats. Et ils disent exactement la même chose, ou en tout cas, ils font preuve de cette même prudence. Et elle est vraiment au cœur de cet ouvrage. Ils nous disent quoi dans cet ouvrage? Eh bien qu'il faut savoir se positionner à égale distance des peurs et des représentations imposées de l'attentat. Et à beaucoup d'égards, c'est ce que dit aussi Mathieu Langlois dans son ouvrage, Médecin du RAID, Vivre en état d'urgence. La peur, le trop-plein d'émotions sont de très mauvais conseillers lorsqu'il s'agit d'intervenir dans une situation comme la tuerie du Bataclan. Bien. Donc, à mon sens, l'idée générale, si je coupe ces trois ouvrages, l'erreur fondamentale serait de réfléchir à la question du jour à partir de la seule actualité brutale et de s'enfermer dans une forme de présentisme anxiogène. Nous avons eu des attentats, certes, mais si nous rétrécissons notre compréhension de ces attentats uniquement à ce que l'on voit et ce que l'on a subi dernièrement, on prend des risques. On prend le risque de ne pas être en mesure de répondre efficacement à ces problèmes de violence, voire pire, de redoubler nos réponses d'une série d'effets négatifs, pervers, à court, moyen et long terme. Mais on pourra y revenir, si vous voulez, dans le cadre de la conversation. Bien. Alors, de quoi parle-t-on toujours? Eh bien, il y a attentat et attentat, et c'est peu de le dire. Même si l'expression est malheureuse, il y a tout d'abord des attentats aboutis, plus ou moins meurtriers, plus ou moins destructeurs. Nous avons aussi des attentats avortés, soit par l'arrestation ou la neutralisation de son ou de ses acteurs, avant même le passage à l'acte. Et puis nous avons des attentats ratés, comme par exemple l'attentat aux bonbonnes de gaz près de Notre-Dame en septembre 2016. Nous avons aussi des attentats qui se sont inscrits durablement dans la mémoire collective, comme les attentats du 11 septembre 2001, et d'autres qui ne franchissent absolument pas les limites d'une histoire régionale très circonscrite. Et là, je pense notamment aux attentats de 2013, 2014 et 2015 du Front de libération nationale de la Provence, le FLNP. Peu de personnes en ont entendu parler, mais pourtant ces attentats ont bien eu lieu. Et finalement, il y a d'autres actions violentes, d'autres attentats dont nous avons tout simplement tout oublié. Qui se souvient encore de l'attentat à la bombe en 1987, perpétré par Michel Lajoie contre un café arabe d'une petite bourgade normande? Peu de personnes, je suppose. Donc, on oublie des attentats. Mais parfois, ces attentats oubliés ressurgissent, et ça rejoint exactement ce que disait Peter Burgess en introduction, ressurgissent à la faveur d'une mise en série médiatique. Et là, je pense notamment aux attentats d'Oslo et d'Utøya en 2011, à partir desquels on a redécouvert non seulement l'histoire européenne des attentats d'extrême droite, des attentats néofascistes et racialistes de ces 70 dernières années, mais aussi l'incroyable vivacité de ces groupuscules extrémistes aux quatre coins de l'Europe. Je résume mon propos. Nous avons donc des attentats aboutis, des attentats avortés, des attentats manqués, des attentats commémorés et des attentats oubliés. Bien.
Nous avons aussi des auteurs et des modes opératoires, des cibles, des victimes très différentes dans des contextes politiques et sociaux qui ne le sont pas moins. Nous avons des individus agissant seuls, que ce soit les anarchistes de la fin du 19e siècle ou par exemple encore Maxime Brunery qui avait essayé d'attenter à la vie du président Jacques Chirac le 14 juillet 2002, ou Breivik en 2011. Et finalement, plus récemment, les auteurs des attentats de Nice ou de Conflans-Sainte-Honorine. Nous avons des individus. Nous avons aussi des organisations, on les connaît, des organisations clandestines de tous bords, que l'on parle d'Irlande du Nord, d'Italie, que l'on parle des Brigades Rouges ou de l'Ordre Noir en Italie, de Al-Qaïda, des Provos en Irlande du Nord. Bref, nous avons des organisations clandestines. Bien. Mais ce n'est pas tout. Nous avons aussi, parmi les auteurs d'attentats, et là je regarde de manière historique, de manière large, sur les 100 dernières années, si vous voulez, nous avons aussi des mercenaires au service d'un État. Et là, je pense notamment aux groupes antiterroristes de libération, les GAL en Espagne, qui ont lutté contre l'ETA en utilisant les mêmes outils, bombe contre bombe, assassinat contre assassinat, mais sous financement occulte du gouvernement espagnol. Cette liste n'est pas finie, puisque dans cette liste des auteurs d'attentats, nous avons aussi des services de renseignement. Et l'attentat, par exemple, contre le bateau de Greenpeace, le Rainbow Roy, en 1985, reste un cas emblématique d'un attentat perpétré par des services de renseignement, et en l'occurrence, des services de renseignement français. Et ce n'est pas tout, parce que si l'on voulait être juste et serrer l'ensemble de ces, ou en tout cas s'essayer à une typologie des auteurs, il faudrait aussi rajouter ces membres des forces de police et de sécurité qui se prêtent au jeu de la clandestinité. Et là, je pense par exemple aux attentats et assassinats perpétrés par le groupe Honneur de la police en France, ou encore toutes ces formes de collusion qu'il y a eu entre les forces de sécurité britanniques en Irlande du Nord, et notamment avec les organisations loyalistes. Bien. En gros, si je résume déjà cette première partie, ce serait faire preuve d'aveuglement que de restreindre la figure de l'auteur d'un attentat à un type de personne en particulier. L'attentat comme répertoire de violence n'est pas l'apanage d'un groupe ou d'un individu. Et c'est ce que montre particulièrement bien l'historien Mike Davis dans sa petite histoire de la voiture piégée. Il y a différents types d'acteurs qui ont utilisé la voiture piégée pour faire des attentats. Donc à sa suite, prenons le temps de regarder ces modes opératoires. Là aussi, nous avons une variété de moyens employés, et c'est peu de le dire. Nous avons des attentats à l'explosif, que cet attentat soit de l'ordre artisanal ou professionnel. Nous avons l'utilisation d'engins explosifs piégés, à retardement, à contrôle, à distance, des engins incendiaires, l'utilisation d'armes légères, de petits calibres, des fusils d'assaut semi-automatiques ou finalement des armes blanches de toutes sortes. Bien. Si l'on résume, en un sens, nous avons aussi des attentats minutieusement préparés qui demandent des moyens, à la fois en termes de ressources humaines, financières, informationnelles et organisationnelles, et d'autres qui relèvent de la précipitation, de l'alignement de circonstances malheureuses, pourrait-on dire, ou d'une logique de surenchère et de montée aux extrêmes. Bien. Encore une fois, j'espère que vous l'aurez compris, rien ne serait plus déraisonnable et insensé que de réduire la question de l'attentat à un terme univoque, d'une part, et à une situation singulière et limpide, d'autre part. C'est tout sauf le cas. Et je pense que Mathieu Langlois montrera là, sans aucun doute, au titre de son expérience de médecin du RAID, qu'intervenir sur une fusillade en cours ou dans l'immédiateté d'un attentat ne relève pas de l'évidence. Il y a beaucoup d'incertitudes et il faut souvent savoir faire preuve d'adaptation au contexte, à la situation de violence, à ce que l'on sait ou ce que l'on comprend sur le moment des auteurs et de leurs intentions. Donc, beaucoup d'incertitudes dans tout cela. Autre point dans cet exercice de typologie, tous les attentats ne visent pas nécessairement à tuer. Nous avons des attentats qui relèvent d'une logique publicitaire,
pour faire valoir une cause en faisant la une de nos médias, par exemple. L'enjeu, dans ce cas, n'est pas inévitablement de tuer ou de blesser, ce qui peut néanmoins arriver, mais de détruire des symboles, de marquer les esprits, de faire valoir une capacité de destruction pour exister médiatiquement ou politiquement. Dans ce même registre, il faudrait aussi, si on voulait vraiment faire cet exercice de typologie, il faudrait aussi mettre les attentats qui sont perpétrés en vue d'une négociation ou de faire plier l'un des acteurs de la négociation. Dans ce cas, la destruction doit être suffisamment spectaculaire pour que l'effet escompté puisse être suivi de résultats, même si, on le sait, historiquement parlant, même si les conséquences d'un attentat ne sont pas souvent celles qui étaient attendues ou espérées par les auteurs. Bien. Mais prenons maintenant les attentats dont la visée est de tuer, soit de manière intentionnelle, ciblée, ce qui relèverait de l'assassinat, soit de manière indiscriminée, ces attentats que l'on appelle ou que l'on appelait jusqu'à un certain point les attentats dits aveugles. Alors, c'est bien évidemment, et j'insiste, le type d'attentat qui nous préoccupe le plus, et non sans raison. La mort brutale de nos semblables, n'est pas une mince affaire que l'on pourrait négliger. Je dirais même que nous serions une société perdue ou en perdition si l'on ne réagissait pas à la mort ciblée ou indiscriminée de nos semblables. Ce que l'on peut constater, c'est que nous réagissons, bien sûr. Et en premier lieu, nous avons des équipes de secours et de soins préhospitaliers qui peuvent intervenir et qui interviennent. Même si l'on pourrait toujours faire mieux, et Mathieu Langlois y reviendra là aussi très certainement, nous avons tout de même la chance d'avoir des institutions qui fonctionnent. Nos institutions policières et de renseignement, judiciaires et hospitalières, ne sont pas exemptes de critiques, bien sûr, mais elles fonctionnent. Nous réagissons ensuite vis-à-vis des victimes. Et là encore, il faudrait réinjecter une petite dose d'histoire, ou en tout cas historiciser. Après des décennies où les victimes d'attentats n'avaient pour ainsi dire aucune existence, nous les prenons dorénavant en charge dans le cadre de dispositifs de soutien psychologique et financier, mais aussi au sein de nos systèmes de justice dans le cadre des enquêtes et des poursuites pénales. Bien. Alors, nos sociétés sont certes ébranlées par l'attentat qui se fait événement, et là je reprends les termes, là encore, de Peter en introduction, mais il me semble que les réactions sociales les plus répandues restent tout de même du registre du deuil partagé et de la solidarité, et non de la désagrégation pure et simple des liens sociaux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune conséquence sociale néfaste ou perverse à ces attentats, mais peut-être que nos sociétés font preuve d'une plus grande résilience, que l'on veut bien le dire ou le voir, face à ces répertoires de violences spectaculaires. Alors, si l'on considère que les pays européens, et sur l'espace de ces dernières années, alors malheureusement oui, la France est effectivement un pays durablement touché par les tentatives d'attentats et les attentats meurtriers qui tuent soit de manière ciblée, soit de manière indiscriminée. Alors, c'est une triste statistique, évidemment, même si, et je tiens à le rappeler, même si nous sommes loin, très loin, d'être le pays ou la région du monde la plus meurtrie par les attentats sanglants. La région du Sahel, mais aussi l'Afghanistan, l'Irak, restent malheureusement au plus haut du palmarès des régions et des pays touchés par des attentats meurtriers, et cela depuis des décennies. Il me semble important de conserver cela à l'esprit, surtout lorsqu'on cherche à analyser, comme c'est le cas de ce séminaire, lorsqu'on cherche à analyser et à réfléchir comment nous réagissons individuellement et collectivement face à des attentats. Alors, que peut-on dire de ces attentats que nous avons connus dernièrement? Bien, premièrement, que nous vivons dans un pays où le nombre d'attentats déjoués et ratés est bien supérieur au nombre d'attentats aboutis. Alors évidemment, le ratio est difficile à calculer parce qu'il faudrait pouvoir s'entendre
sur ce qu'une tentative d'attentat veut dire et mesurer cela à l'aune du durcissement de la qualification des infractions de terrorisme auxquelles nous avons assisté sur ces 30 dernières années en France, depuis la promulgation de la loi relative à la lutte contre le terrorisme en 1986 jusqu'à la dernière loi du 20 août 2020. Alors, je vous épargne les détails. Un, parce que je ne suis pas le plus grand spécialiste en la matière, et deux, ça nous prendrait énormément de temps de passer à travers l'ensemble de ces lois. Bien. Mais gardons à l'esprit que qualifier une tentative d'attentat doit être pensé à l'aune de ces dispositifs judiciaires. Bien. Le Monde avait publié en 2019 une infographie qui était plutôt bien réussie et qu'ils avaient intitulée « Une radiographie du terrorisme en France ». Ils estimaient que sur la période allant de 2013 à 2018, 50 projets d'attentats avaient été déjoués, 17 attentats avaient échoué et seulement 11 avaient abouti. Tout dernièrement, restons dans l'actualité, le ministre de l'Intérieur annonçait que 32 attentats avaient été déjoués en France depuis 2017 et le parquet national antiterroriste lui avait emboîté le pas en précisant que les services de renseignement avaient mis en échec au moins une demi-douzaine de projets d'attentats depuis janvier de cette année. Ce calcul de l'efficacité proactive de la réponse antiterroriste est aussi au cœur des rapports annuels d'Europol et je vous invite à les consulter puisqu'ils sont disponibles en ligne et gratuitement. Bien. Ceci étant, il faut faire évidemment preuve de prudence à propos du pouvoir évocateur, de la puissance de l'objet chiffre, de la portée argumentative et de l'usage politique qui en est fait. Pour le dire plus simplement, les chiffres ne parlent pas d'eux-mêmes. On fait parler les chiffres. Utiliser des statistiques, vous le savez, relève de la gouvernance par les chiffres, de cette forme de rationalisation de l'action publique. Très bien, mais l'on sait aussi, et il ne faut surtout pas l'oublier, que toute quantification, une quantification ne fournit pas seulement un reflet du monde, mais elle le transforme. Les chiffres contribuent d'abord à donner bonne figure à ceux qui ont recours, à donner de la prestance à l'autorité qui l'énonce. Pouvoir, par exemple, se présenter comme un ministre de l'Intérieur, mais un ministre de l'Intérieur qui agit. Bien, très bien. Bon, peu importe, on ne rentre pas dans ces détails, dans la dimension mobilisatrice de ces chiffres. Je pense que l'équation initiale tient toujours, et elle est importante. Il y a moins d'attentats aboutis que d'attentats déjoués. Et cette tendance est une vraie tendance européenne. Ça va clairement dans ce sens-là. Et là encore, je le précise, c'est vrai dans nos pays européens, mais c'est beaucoup moins vrai concernant d'autres parties du monde et il ne faudrait surtout pas l'oublier lorsqu'on pose la question du risque attentat. Le rétrécissement de notre horizon intellectuel à l'Hexagone est certes une bonne chose, nécessaire, mais il ne faut surtout pas oublier que l'Hexagone, ou en tout cas la France, reste un tout petit point à la surface du monde. Bien. Alors, que peut-on dire des auteurs d'attentats, de ces tentatives d'attentats que nous avons eu à faire face ces dernières années? Alors, nous avons des études bien faites sur le sujet, bien faites, mais partielles. Xavier Crétier et Yvan Barros ont étudié les biographies de 163 individus, auteurs présumés d'attentats et de tentatives d'attentats sur le sol français entre janvier 2014 et décembre 2018. Mark Ecker, lui, quant à lui, s'est plongé dans les décisions de justice prononcées entre 2004 et 2017 concernant 137 individus. Ces études sont bien faites au sens où leurs auteurs prennent le temps et toutes les précautions méthodologiques pour appuyer leurs conclusions. Mais elles sont partielles car elles se focalisent sur les seuls auteurs d'attentats et de tentatives d'attentats regroupés sous le terme ou le vocable d'islamisme ou radical ou de djihadisme. Autrement dit, et c'est l'objet
de cette illustration qui provient du TESAT 2020 de cette année d'Europol. Autrement dit, les auteurs d'attentats et de tentatives d'attentats autres ne sont pas pris en compte. J'attire votre attention sur cette dernière réflexion. Il ne s'agit pas de dire que la menace ou le risque terroriste est plus grand, mais simplement qu'il n'est pas aussi monolithique. Elle est beaucoup plus diversifiée. Et il me semble que faire fi de cette diversité dans la compréhension de quel est donc ce risque de l'attentat, c'est non seulement problématique, mais aussi dangereux. Problématique, tout d'abord. Alors oui, la violence messianique est au centre de nos préoccupations, et oui, c'est la plus meurtrière ces dernières années. Mais si l'on faisait une véritable cartographie des tentatives d'attentats et des attentats en France sur, prenons par exemple, les 4 dernières années seulement, et si l'on faisait une analyse biographique de leurs auteurs présumés et avérés, alors il faudrait inclure à cette liste pas moins d'une petite vingtaine d'individus liés aux mouvances d'extrême gauche ou anarchistes, pour reprendre les qualifications Europol et policières. Il faudrait rajouter aussi une cinquantaine d'individus liés aux mouvances néofascistes et suprématistes, et encore une dizaine d'individus liés aux mouvances aux groupes ethno-nationalistes et séparatistes. Je prends juste un chiffre, tout en sachant évidemment qu'un chiffre, on les fait parler et qu'il faudrait pouvoir rentrer dans les détails. Mais celui-ci me paraît quand même intéressant et illustre mon propos. En 2019, sur les 105 individus qui ont été condamnés pour des infractions terroristes. Et infractions terroristes, encore une fois, c'est très large. Il y a beaucoup de types d'infractions terroristes. Sur les 105 personnes condamnées, effectivement, nous avons eu 87 condamnations pour des faits relevant ou attachés à ce que l'on pourrait appeler l'islamisme radical. Mais ça veut dire que nous avons eu aussi 18 condamnations pour des faits relevant de violences de type séparatiste et ethno-nationaliste. Il faut garder cela à l'esprit si l'on veut vraiment, encore une fois, appréhender la question de manière plus prudente et en tout cas plus pondérée. Bien. Je disais dangereux et problématique. Problématique, c'est dit. Dangereux, pourquoi? Là, il me semble que cette focalisation sur le terrorisme dit djihadiste relève d'une obsession dangereuse et arc-boutée, pourrait-on dire, sur ce qu'on pourrait appeler un laïcisme identitaire, quasi religieux, une forme d'illustration, si nous en avions besoin, de cette véritable difficulté que nous avons en France à comprendre et à assumer le pluralisme de notre société. Alors, cela relève certainement d'un tropisme national, mais force est de constater qu'il est particulièrement marqué en ce qui concerne l'islam et nos concitoyens musulmans. Le discours politique, très clairement, tout comme une grande partie des moyens policiers et de renseignement, sont largement tournés vers cette seule crainte d'une radicalisation de la population musulmane, d'une espèce de jonction mortifère entre violence et religion, au mépris d'une compréhension plus fine, plus sérieuse des possibles violents et donc par conséquent des logiques de prévention. Moi, il me semble que cela relève d'une myopie étonnante qui laisse nos voisins européens et nos partenaires internationaux particulièrement dubitatifs. Et on peut revenir sur ce point-là. Que suis-je en train de dire? Eh bien, tout simplement que tout n'est pas djihadisme, loin s'en faut. En même temps, pour traiter la question d'aujourd'hui, les données actuelles sont très largement focalisées sur cet unique répertoire, qui, encore une fois, n'est pas sans poser toute une série de questions, et notamment celle de savoir si cette focalisation ne renforce pas tout un système de peur sur un seul sujet, ou en tout cas conduit à une politique de l'angoisse particulièrement serrée et serrée à un type ou une partie de notre population. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dégager comme grande ligne de ces éléments? Tout d'abord que les auteurs d'attentats et de tentatives d'attentats sont principalement et majoritairement des hommes et des jeunes hommes dans la vingtaine, quand bien même il y a une part non négligeable d'hommes dans la quarantaine.
le pourcentage de personnes arrêtées pour ces attentats, pardon, le pourcentage de personnes ayant des troubles psychiques arrêtés dans ces attentats est pas plus, pas moins, pas plus impressionnant que la moyenne nationale, et même légèrement en dessous. Dans le document La radiographie effectuée par le quotidien Le Monde, il disait 6% des personnes avaient ou présentaient des troubles psychiques. Bon, je rappelle pour mémoire, nous sommes un peu moins d'une centaine, je crois, ce soir. On a un Français sur 5 qui a des troubles mentaux, dépression, de troubles bipolaires ou schizophréniques. Donc, non, ces auteurs ne sont pas plus malades ou plus dépressifs que la plupart des Français. Bien. Si l'on élargit le spectre et que l'on regarde effectivement la manière dont ces attentats ont été perpétrés, force est de constater que nous avons de moins en moins, et là je prends vraiment une ligne historique, nous avons de moins en moins de professionnels de l'attentat, si l'on peut dire, donc je mets entre guillemets, ou en tout cas d'individus appartenant à des organisations clandestines et possédant une carrière militante. Et on a de plus en plus d'individus qui agissent plus ou moins seuls, se saisissant d'un prêt-à-porter idéologique et commettant des actions violentes avec peu de moyens, mais d'une redoutable cruauté. Le point qui me semble important ici, c'est encore une fois de ne pas se laisser guider par la seule actualité violente et décréter de manière péremptoire que nous avons là un nouveau visage du terrorisme, un avant et un après les attaques de Conflans-Sainte-Honorine ou de Nice. Ce qui est certain, c'est que le profil des assaillants s'est diversifié. Mais ces attaques meurtrières à l'arme blanche se rajoutent plus qu'elles ne remplacent la possibilité d'attaques plus sophistiquées. Je disais précédemment plus ou moins seuls, des individus qui agissent de manière plus ou moins seule. Il ne faudrait pas surinterpréter l'isolement de ces individus. C'est d'ailleurs l'une des conclusions importantes, me semble-t-il, de l'étude proposée par Xavier Crétier et Yvan Barros. Il y a des entrepreneurs de cause, même si ces derniers sont plus de l'ordre du virtuel et du distanciel. Bien. J'ai dit aussi prêt-à-porter idéologique, car finalement, on découvre au fur et à mesure que l'islam n'est en réalité que le décorum ou l'ornement dont les individus ou l'individu se saisit pour se justifier à ses yeux et au celui des autres. Et que si l'on regarde le parcours et les trajectoires biographiques de ces auteurs d'attentats, on a affaire plus sûrement à des déterminants profanes qui sont personnels, à des trajectoires sociales, des ressorts politiques soit relevant du national, soit relevant de l'international, et où la cause islamiste ne devient cause que parce qu'elle donne sens et consistance à un sentiment partagé face à l'absurdité ou à la complexité du monde. Bien. Lorsque je dis ça, on comprend bien pourquoi la logique de détection, les algorithmes, les signaux faibles et toute cette logique de collecte et de traitement d'indices n'apportent pas grand-chose en définitive. Il y a beaucoup plus de subjectivité et donc par conséquent de stéréotypes, de discrimination, de suspicion que d'intelligence en acte dans ces logiques. Et il me semble que toute analyse un tant soit peu sérieuse des processus de passage par la violence en politique devrait s'efforcer de rendre compte de l'épaisseur des trajectoires biographiques, de l'arrimage des décisions plus ou moins volontaires, plus ou moins conscientes, à des expériences, des temporalités à la fois affectives, sociales et historiques qui s'entrechoquent, plutôt que de réduire le vivant à une grossière notice nécrologique. En occultant toutes ces réalités sociales mouvantes, ce qui fait notre quotidien, en s'interdisant de penser et d'analyser les différents possibles de l'agir autrement qu'à l'intérieur de ce formidable paradigme inductif de la radicalisation, donc de ce chemin menant inéluctablement vers la violence,
eh bien, on restreint de facto le champ des réponses institutionnelles possibles face à la violence. Pour résumer et terminer, je dirais que saisir le passage à l'acte violent par la seule terminologie de la radicalisation conduit à inverser le constat, somme toute banal, que peu d'hommes et de femmes se rebellent et que le plus grand nombre reste obéissant, résigné et silencieux. On a trop longtemps donné crédit à l'ouvrage de Ted Gurr, Why Men Rebel. La vraie question de fond de la science politique, et en tout cas la question pour ceux qui s'intéressent aux questions de violence, c'est pourquoi il n'y a pas plus de personnes qui se rebellent. Toujours faire attention aux économies d'échelle. Appréhender donc la question ou les questions de la violence par le seul prisme de la radicalisation conforte dangereusement l'idée qui gagne immanquablement du terrain au fur et à mesure que des attentats ou des tentatives d'attentats surviennent, que l'on peut à coup sûr prédire les violences à venir, d'une part, alors que non, et que d'autre part, on pourrait se soustraire à l'obligation de juger des actes et non des intentions. Et je terminerai là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci Emmanuel Pierre. C'était effectivement une présentation qui rappelle les éléments assez essentiels et merci d'avoir fait cette analyse assez globale des différentes formes d'attentats. Je pense que c'était très important de rappeler ces éléments-là pour notre discussion. Je passe maintenant tout de suite la parole à Mathieu Langlois qui va donc nous présenter pour le coup une expérience plus concrète, son expérience de professionnel. Donc vous avez la parole pour une vingtaine de minutes également. Bonsoir à tous. Alors je suis d'accord avec Emmanuel. Sarah, vous l'avez dit, j'ai plus une expérience de terrain, mais elle rejoint, alors même si sur le terrain on fait pas, peut-être qu'on réfléchit un petit peu moins sur le plan géopolitique, mais ça rejoint, il y a beaucoup de points qui rejoignent ce qu'a dit Emmanuel juste avant. Donc, moi, je vais essayer de partager en effet mon vécu et la manière dont on essaye de répondre à des attaques terroristes, avec évidemment des réserves obligatoires parce que je suis toujours en activité et de toute manière, en plus, vu la sensibilité du sujet, l'idée c'est de vous faire comprendre, mais sans forcément donner des détails qui n'auront plus aucun intérêt pour la compréhension globale. Donc, je suis, comme Sarah l'a dit, je suis médecin anesthésiste réanimateur. J'ai une activité, pour comprendre, j'ai une activité qui est double. Je continue à travailler dans les structures hospitalières et préhospitalières. Et je travaille évidemment, je s'occupe quand même la plupart de mon temps au RAID, où j'y suis depuis 15 ans, et je suis médecin-chef depuis 2012. L'intérêt d'avoir cette double activité en dehors du fait d'être toujours très opérationnel, dans l'analyse, dans la compréhension de la réponse terroriste, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai d'un côté à l'hôpital ou avec les pompiers ou le SAMU, j'ai justement apporté mon expérience et ma culture de la sécurité intérieure pour aider les soignants à mieux comprendre comment s'intégrer dans la réponse globale en cas d'attentat de masse. Et ça va de l'hôpital jusqu'aux acteurs de terrain préhospitalier. Et à l'inverse, en travaillant pour la police nationale, j'ai apporté, avec d'autres médecins, on a apporté notre regard de médecin sur la prise en charge, en particulier des blessés, pour mieux aider les forces de sécurité intérieure, police, gendarmerie, à répondre en cas d'attentat de masse où on se retrouvait avec un double enjeu qui était à la fois un enjeu sécuritaire et un enjeu de prise en charge de nombreuses victimes. Et
c'est ce que je vais essayer de vous faire comprendre, en tout cas de partager avec vous, c'est que ces deux enjeux sont structurellement liés et la réponse, elle doit être globale. Alors, je vais essayer. J'ai aussi un petit PowerPoint. Je vais essayer de le passer. Voilà. Donc, alors là, je ne vois rien. Je vais avancer. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que des types d'attentats, je vais aller très vite sur ces premières diapositives, des types d'attentats, il y en a beaucoup de sortes qui ont tous un impact différent, une gestion qui est différente, et j'en parlerai juste après. Et là, j'ai cité, il y a sept types de menaces. Alors, c'est en anglais, hein, mais en haut, c'est active shooter, c'est les gens qui utilisent plutôt des armes à feu. Ensuite, c'est les couteaux. Ensuite, c'est les engins explosifs. Et après, il y a l'utilisation de véhicules comme une arme, le feu comme une arme, et enfin, tout ce qui est NRBC. Et évidemment, là, c'est une liste non exhaustive. Hein, l'imagination va au-delà de ça. Et puis surtout, il peut y avoir une combinaison de plusieurs types de menaces. Et ce qui est important, ce n'est pas la menace en elle-même, c'est comment, quelle va être la stratégie d'attaque et surtout pour faire de nombreuses victimes que vont utiliser le ou les terroristes. Et grosso modo, si on veut aller très vite, il y a deux questions principales. C'est est-ce que l'idée, la stratégie, c'est d'aller se confronter, et en gros de rester sur place, se confronter aux forces de sécurité ou au contraire de taper et de partir. Et est-ce que, à l'inverse, on veut mourir ça fait partie de la stratégie, c'est de mourir en martyr ou pas, mais on accepte cette notion de mort, ou au contraire, on a envie de commettre son attentat de masse, mais surtout pas d'être soi-même impliqué dedans. Et en Mathieu, fonction… Mathieu, je me permets de vous interrompre 2 petites secondes. En fait, on ne voit pas vos diapositives en C'est plein navrant. écran. Et alors, tu les vois comment? Je les vois seulement les diapositives sur la gauche. Et donc, on voit les 3 premières, mais… Et c'est pas bien lancé, Ouais. les diapos. Donc, il faut que je fasse quoi? Reprendre le partage? Alors, peut-être, ouais, Oui, faire… peut-être. Là, on voit les notes. Alors ça, c'est horrible. Hop. Nouveau partage, réessaye. Ouais. Là, c'est bon ou pas? Non, on est toujours sur le même affichage. Mince. Et ça Sinon, marchait tout à l'heure? ouais, Oui, oui. alors sinon, on Reprendre le pourrait… partage. Ah, ça y Ah, est, ça voilà. marche. Là, c'est bon? Ouais, Ouais. super, ça marche. Bon, alors Merci. ça, donc, et je recommence ou non? Je ne vais pas recommencer, mais Non, je pense que celle-là, vous là, l'avez vue? oui, on la voyait, on pouvait suivre, hein. Je pense que… Bon, ensuite, pardon. Ensuite, celle-là, vous l'avez compris, Mhm. c'est-à-dire qu'en fonction, alors ce que je finissais, en fonction de là où on va se situer par rapport au scénario qui a été choisi par les terroristes, les différents services, qu'ils soient des services de sécurité, donc police, gendarmerie, ou les services de secours, le type de réponse va s'adapter au scénario. Et ce n'est pas les services de secours ou de sécurité qui vont choisir le scénario. Malheureusement, nous, notre rôle, c'est de s'adapter. Et on comprend bien que on ne va pas intervenir de la même manière sur les tours du World Trade Center que sur le shooting de Las Vegas. Ce pas les mêmes intervenants, ce pas les mêmes services de secours qui vont pouvoir intervenir. La temporalité, la gestion de l'espace n'est pas le même. Et donc, il faut pouvoir offrir différents types de réponses. C'est ce que j'explique juste après. Et ce qu'on a conceptualisé depuis à peu près 2012, c'est de se dire, il n'y a pas d'un côté la réponse, on va dire, sécuritaire, c'est-à-dire
analyse, compréhension de la menace et traitement de la menace. Et de l'autre côté, la réponse secours, ou combien il y a de victimes, comment on peut les traiter, quelle est la meilleure solution pour sauver un maximum de vies. Alors, en France, on a commencé à mettre ça en place en 2012 suite à l'affaire Mera. On s'est, avec les patrons du RAID, juste posé beaucoup de questions pour pouvoir répondre à un attentat type tuerie de masse, et il y avait eu Bombay juste après. Et donc, on s'était dit comment on interviendrait avec cet enjeu qui était de mixer, en raccourcissant le temps, à la fois l'aspect sécuritaire et l'aspect secours. Mais il faut savoir que dans de nombreux pays, j'ai beaucoup voyagé après le Bataclan. Si on regarde par exemple le Pulse aux États-Unis, l'attentat dans la boîte de nuit, là, le Pulse, c'était Orlando, je crois. Pour les Américains, jusqu'à il n'y a pas longtemps, ils gèrent, et dans certains États c'est encore comme ça, ils gèrent d'un côté la menace, et une fois que la menace est traitée, ils feront l'opération de secours. Et voilà, il faut, si on peut, et ça c'est la menace qui décide, mais si on peut, il faut pouvoir avoir une action synergique à la fois des services de sécurité et des services de... Il y a des règles, c'est-à-dire qu'on fait surtout pas n'importe quoi, parce que qui dit menace dit danger, et il est hors de question de mettre en danger des services qui ne seraient pas préparés et faits pour intervenir dans des situations complexes. Donc, c'est pour ça qu'il y a toute une graduation maintenant qui a été mise en place. Je vais en parler un petit peu après sur la partie sécurité, mais aussi au niveau secours. C'est pour ça que des forces comme le RAID ou le GIGN ont des médecins qui sont préparés, entraînés, équipés, qui peuvent aller, eux, au plus près de certains types de crises et de menaces, et pour pouvoir commencer à organiser l'opération de secours. Mais on ne peut pas demander à tous les pompiers ou à tous les SAMU de France de faire la même chose. C'est impossible. Donc, il faut pouvoir utiliser les différentes solutions de réponse qu'on a, à la fois sur le plan sécuritaire et sur le plan secours, pour finalement l'objectif global, c'est de traiter au plus vite la menace et d'emmener le plus rapidement possible tous les blessés, et surtout les plus graves, à l'hôpital. Et comme Emmanuel l'a dit, j'ai mis analyse un peu en haut avant, ce qu'il faut bien comprendre, ce qui a été beaucoup de critiques, et à chaque fois on a droit à ces critiques par la presse, mais aussi par une forme de ce qui se comprend très bien, c'est-à-dire que mais pourquoi vous n'avez pas été plus vite à l'hôpital, pourquoi les forces d'intervention spécialisées ne sont pas intervenues plus rapidement. C'est évidemment l'ambition de tout service, c'est d'aller le plus vite possible, mais il faut bien comprendre qu'on intervient sur des situations qui sont parfois extrêmement complexes, et que, Emmanuel l'a bien dit, le temps de l'analyse est un temps incompressible et qui est indispensable. C'est-à-dire comprendre l'analyse à la fois de la menace, la comprendre, ça prend énormément de temps. Un exemple tout bête, Nice, lors de l'attentat en 2016 sur la promenade à Nice, pendant des heures, il y a eu des informations, et sur des réseaux de police, qui donnaient une prise d'otage, une autre attaque, une deuxième attaque. Bon, voilà. Et tout ça, évidemment, ça complexifie énormément la réponse. On a exactement la même chose sur le cours. Conflans-Sainte-Honorine, l'attaque récente. Faut savoir que les pompiers, par exemple, sont partis pour malaise d'un policier. Ils ne partent pas du tout sur la notion d'attaque terroriste. Ils partent sur policier qui fait un malaise dans la rue. Voilà, donc, faut aussi admettre que si on veut avoir la réponse la plus adaptée et la plus efficace possible, il y aura forcément un temps d'analyse qu'il faut accepter et qu'il faut essayer de maîtriser. Alors, évidemment, on se prépare pour essayer de les réduire au maximum, et on a fait beaucoup de progrès, on a tiré beaucoup d'enseignements de tous les attentats qu'on a connus, en particulier en 2015. Tout ça, ce que j'ai dit, c'est qu'il y a un truc sur lequel on a vraiment fait de gros progrès, c'est qu'on a maintenant en France, et ça commence à être repris dans pas mal de pays, on a montré qu'on allait tous travailler ensemble, à la fois services de secours et forces de sécurité.
mais avec une règle qui est maintenant admise par tous, c'est-à-dire côté police comme côté secours pompiers, c'est que c'est la menace et donc la police qui est menante et qui va fixer le tempo, et les secours seront concurrents. Et moi, d'un côté, j'essaie de faire comprendre aux policiers, à tous les policiers, que si on veut sauver des vies, il ne faut pas que ça dure des heures. Et je fais aussi comprendre aux secours qu'ils ne sont pas des policiers, ils ne sont pas des militaires, ils ne peuvent pas aller n'importe où et faire n'importe quoi. Et donc, pour sauver des vies, parfois, il faut respecter des distances de sécurité où il ne faut pas faire n'importe quoi. Je vous ai dit que depuis 2015, on avait, sur le plan de la sécurité intérieure, il y avait le ministre de l'Intérieur de l'époque, donc Bernard Cazeneuve, qui avait mis en place ce qu'on appelle le SNI, le schéma national d'intervention, pour en gros graduer la réponse. Et ça correspond un peu à ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a différents types de menaces, et on le voit de plus en plus dans les attentats récents. Les primo-intervenants sont les forces de police de proximité. À Nice, c'est de la police municipale qui est la primo-intervenante, mais c'est souvent, que ce soit Sentinelle, les policiers de la sécurité publique. Ensuite, si on monte en graduation, on va évidemment avoir une réponse qui va commencer à monter en termes d'efficacité de la réponse. C'est ce qu'on appelle les niveaux 2, donc les BRI, les BAC, les compagnies de sécurité, des CRS, des compagnies de CRS qui sont un peu dédiées à ça, donc, qui ont un temps de déploiement et de projection qui va être plus long, mais avec une réponse qui sera on va dire, de meilleure qualité. Et puis après, il y a le niveau 3, qui est le niveau ultime, mais qui prend, là, lui, encore plus de temps pour se mettre en place, parce que des antennes du RAID ou du GIGN, il n'y en a pas partout. Par contre, c'est sûr que là, on arrive avec il n'y aura pas de solution, il n'y a pas de niveau 4. Donc là, c'est la solution ultime avec des équipes qui sont dédiées uniquement à ça, qui interviennent en groupe constitué avec beaucoup d'entités, de la négociation, des médecins, de l'effraction, enfin tout un tas de spécialités qui vont tous travailler ensemble, qui vont fédérer aussi les équipes de niveau 2 et de niveau 1 que j'ai citées juste avant. Donc ça va être la manière que le ministère a trouvée pour avoir la réponse qui sera la plus adaptée, la plus rapide possible, graduée, et qui va s'adapter à la menace. Si c'est un type qui est en train de menacer avec un couteau, comme on a vu récemment des gens dans la rue, on ne va pas attendre le raid pour intervenir, c'est hors de question. En revanche, si c'est une prise d'otage massive comme le Bataclan, malheureusement, des forces de police municipale ou des policiers de sécurité publique ne sont pas dimensionnés, ne sont pas entraînés, ne sont pas équipés. Voilà. Et niveau secours, je n'ai pas de slide pour expliquer au niveau secours, mais c'est un petit peu sur ce schéma-là que maintenant, on montre que tous les acteurs du secours ne feront pas la même chose au même moment, et qu'en fonction de la situation et en fonction du type de tuerie, le terme parfois fait peur, mais de tuerie de masse, en tout cas d'attaque de masse, on devra utiliser tel ou tel moyen capacitaire. Voilà. Ce qu'on a montré depuis 2012, qu'on a créé au RAID depuis 2012, ce qu'on appelle maintenant, ce qui est appelé dans le monde entier la médecine tactique, c'est-à-dire que c'est le soutien médical ou secouriste des forces d'intervention spécialisées. On a mis en place des outils qui nous permettent justement d'apporter des solutions très vite, au plus près de la crise, pour pouvoir non pas soigner tout le monde, au Bataclan, ce n'est pas les 2 médecins du RAID qui soignent tout le monde, mais qui organisent la prise en charge des victimes, tout ça dans une zone qui est totalement hostile aux soins, et ça va permettre d'organiser leur sauvetage et surtout leur évacuation vers les services de secours qui sont à distance. Et donc, c'est le rôle d'un médecin qui est implanté à l'intérieur et qui est entraîné et préparé pour ça. Il y a un zonage dont je vais parler juste après, et puis il y a des trucs beaucoup plus techniques dont je ne parlerai pas, qui sont des outils de triage qu'on a adaptés de ce qui existait en médecine de catastrophe ou en médecine militaire pour coller parfaitement au type d'attaque terroriste qu'on avait sur le sol national. On a énormément travaillé sur cet aspect coordination pour faire travailler
les secours et les forces de sécurité ensemble, et avec une bascule, on va dire, de compétences. C'est-à-dire le chef de l'opération, y compris l'opération de secours, est un policier, ce qui pour un officier pompier, parfois au début, était pas forcément facile à comprendre. Puis l'avantage, c'est qu'avec quelques attentats, ils ont maintenant parfaitement compris. Et puis, après, c'est très technique, très médical, mais évidemment, on traite les lésions qui tuent le plus et le plus vite, et on est beaucoup plus dans l'efficacité que dans du soin, on va dire, de haut niveau qui serait fait. On ne soigne pas pareil lors d'une tuerie de masse que si c'est juste un accident de voiture avec une victime. Je vous ai dit que je vous parlerai juste des zones, parce que je pense que ça, je peux tout à fait en parler sans révéler de secret. Faut comprendre que maintenant, et ça c'est vrai, vous avez la même chose à l'étranger, on divise sur des attentats de masse, on divise en 3 les zones d'action. Il y a une zone rouge qui est une zone exclusive pour la gestion de la menace, où il n'y a que des opérateurs des forces de sécurité. Donc, dans la zone rouge, il n'y a pas de pompiers, il n'y a pas de secours. Et les seuls soignants ou secouristes que vous pouvez retrouver, ce sera soit les médecins du RAID ou du GIGN, soit éventuellement des secouristes militaires qui sont formés pour ça. Donc la zone rouge est une zone exclusivement réservée aux forces de sécurité. Et puis après, vous avez une zone orange qui est une zone tampon, qui est la zone où on trouve des équipes de pompiers un petit peu entraînées à ça. Je vous passe les termes. Et puis enfin, la zone verte qui est vraiment la zone de secours. Et la zone de secours, par définition, elle est interdite au danger, parce qu'on ne soigne bien que si on est loin du danger. Et par contre, la zone rouge, elle, est interdite au secours au sens où on l'entend, surtout en France. Et ce qu'on a démontré depuis 2012, et évidemment, il y a eu beaucoup d'améliorations parce qu'on a été confronté à quelques soucis en 2015, c'est qu'il faut que toutes ces zones, elles se parlent, elles communiquent, elles se coordonnent, et puis que la barrière entre le rouge et le orange, il soit mobile. Et c'est ce que je montre juste après dans cette animation, si j'arrive à l'avancer. Voilà. C'est la zone, l'idée des forces de sécurité, ça ne va pas être d'empêcher les pompiers d'approcher de la crise, ça va être au contraire de réduire au maximum la zone rouge. Leur priorité, leur mission première, c'est ça, c'est de réduire la menace pour ensuite pouvoir derrière laisser les pompiers travailler dans une zone qui sera à un niveau de sécurité acceptable. Si on ne fait pas comme ça, on fait ni bien l'aspect sécuritaire, ni bien l'aspect secouriste. Donc actuellement, depuis quelques années, maintenant, on est tous d'accord sur ces zonages et cette doctrine. Et donc, on travaille de plus en plus tous ensemble pour essayer de parfaitement se coordonner et que les norias de victimes entre la zone rouge qui est réalisée par les forces de sécurité, donc par les policiers, ensuite puissent être relayés par les pompiers dans une zone orange qui est là uniquement de leur ressort. Elle est par contre sécurisée par d'autres forces de police, mais c'est des forces, c'est pas les forces évidemment du RAID. Alors j'ai fait une dernière animation et je finirai par ça, comme ça vous aurez bien compris. Ça c'est par exemple une simulation une modélisation de ces zonages qu'on a fait après l'attentat de Strasbourg au marché de Noël, où on considère que c'est un périple meurtrier, donc qui s'est vu dans plein de situations. Et vous avez en tout cas, la personne qui a commis l'acte, qui va se cacher ou qui se réfugie quelque part. Et il faut être honnête, ça prendra un temps énorme pour les forces de sécurité pour le retrouver et pour le neutraliser. Strasbourg, ça a pris 2 jours. Et en attendant, vous avez des victimes. Donc l'idée n'est surtout pas d'attendre 2 jours pour s'occuper des victimes, mais pas de faire n'importe quoi non plus. Et donc là, ça met bien en lumière ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire comment on fait à la fois une sécurité acceptable, hein, donc le rouge. Certains policiers, s'ils ont les capacités, s'ils ont le temps, s'ils sont assez nombreux, peuvent commencer à extraire les victimes. Mais après, on va essayer de faire rentrer
pour que vous sachiez, c'est le point d'extraction des victimes. Donc, c'est le point ultime sur lequel on peut autoriser des pompiers à venir. Et ils arrivent, ils viennent, ils prennent les victimes et ils s'en vont. Parce que la zone, très vite, le commandant des opérations de police va dire non, non, moi, je ne sais toujours pas où est le terroriste, donc je referme ce corridor orange. Donc, voilà, hop, il se referme. Et comme ça, on arrive à avoir une réponse. Donc, j'ai fini, je vais couper la vidéo. On va avoir… Comment je fais pour ça? Voilà. Bon, vous avez toujours… Avec ce que je vous ai montré, c'est tout ça pour vous expliquer que l'objectif, je l'ai dit, hein, c'est d'essayer d'avoir la meilleure réponse adaptée à la menace et ce que les anglo-saxons appellent au mass casualty, c'est-à-dire aux nombreuses victimes. La meilleure réponse, à la fois du côté des forces de sécurité et des services de secours, et qui vont essayer de travailler du mieux possible en respectant des règles. Hein. Pour les secours, c'est respecter que la sécurité prime. Et pour les forces de sécurité, c'est comprendre ou accepter que s'ils veulent sauver des vies, il va falloir parfois faire des choix et essayer d'aller assez vite. Et le rôle des médecins du RAID ou du GIGN, justement le lien entre tout ça pour accélérer ce qu'on appelle les flux d'évacuation, pour essayer de sauver au mieux les victimes qui sont encore vivantes après des attentats dits de masse. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation un peu technique, mais qui donnait un éclairage terrain à la question qui a été posée d'abord à Emmanuel. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mathieu, de cette présentation. Je pense que c'était vraiment intéressant de voir qu'on a aussi cet aspect-là, en fait, hein, dans les interventions en matière d'attentats. C'est vrai qu'on a tendance à ne penser aux forces de sécurité en termes policiers, sur les sites de ces attaques. Mais c'est vrai qu'il y a le rôle également donc, des soignants qui est extrêmement important et qui montre aussi la difficulté de coordonner tous ces acteurs qui n'ont pas forcément les mêmes cultures à la base, hein, aussi, sur des terrains aussi qui sont parfois assez nouveaux aussi pour les soignants, je pense particulièrement. Et du coup, alors moi, je vais poser une question assez rapide, hein, et revenir sur la dimension des outils que chacun de vous a pu évoquer. Et évidemment, bah, forcément, dans le cadre de notre séminaire, ce qui m'intéresse, ce sont les outils plutôt d'ordre technologique et en tout cas, ce qu'on nous présente comme des technologies innovantes. Et notamment, je pense aux technologies digitales. Alors, Emmanuel Pierre en a rapidement parlé dans son intervention en pointant plutôt le fait que, de manière globale, elles apparaissaient plutôt inutiles. Je voulais un petit peu creuser un petit peu cette dimension-là avec chacun d'entre vous. Alors évidemment, on constate que depuis un certain nombre d'années, en tout cas les gouvernants et les décisions politiques s'appuient de plus en plus sur les nouvelles technologies et font appel donc à des entreprises qui développent des matériaux, des nouveaux outils. Je pense notamment des outils en matière de surveillance, évidemment, d'identification, de traçage ou encore de collecte d'informations. Comment ça se matérialise alors peut-être pour Mathieu dans sa pratique, hein, sur le terrain, quels sont les avantages de ces outils et également les inconvénients. Et puis donc également à Emmanuel Pierre, ce qu'il a pu observer de manière globale dans ces politiques. Est-ce qu'elles apportent quelque chose en matière vraiment politique et opérationnelle dans ce que vous avez pu observer? Et puis, donc, vous avez un petit peu déjà souligné certains effets pervers, hein, aussi, mais je m'interroge sur les effets pervers en termes peut-être de pratique des acteurs, parce que chacun d'entre vous a souligné les savoir-faire, hein, des différents acteurs qui arrivent sur le terrain, qui sont
des savoir-faire basés plutôt sur l'expérience et sur l'analyse. Donc, dans quelle mesure ces outils technologiques, en tout cas, interviennent à la fois dans les politiques et en même temps dans les pratiques opérationnelles des acteurs. Voilà. Je crois que Peter également voulait évidemment vous interroger. Emmanuel répond ou je réponds? Peut-être on va prendre la question de Peter, comme ça on vous laissera le temps de répondre aux questions. Bon, mais merci à vous deux pour ces présentations vraiment tout à fait complémentaires. Donc, c'est vraiment un couple idéal. Peut-être deux petites questions pour Emmanuel Pierre, de manière un peu plus technique, et puis une question pour Mathieu. Donc, on a commencé l'exposé Emmanuel Pierre avec une caveat. Donc, c'est-à-dire, faisons bien attention de écarter l'émotion de l'analyse, ça a tendance à nous dépister, effectivement. Mais l'émotion n'est-elle pas, effectivement, la bonne mesure d'un attentat réussi? Bon, question. Bref. Et la deuxième question, donc, j'étais très intéressé, même interpellé, par ce que vous avez dit sur l'incertitude logistique. Donc, effectivement, c'est presque une évidence, mais j'y avais pas pensé, que logistiquement, un attentat terroriste est assez compliqué à mettre sur pied. Comment est-ce qu'on peut analyser comme cette incertitude logistique à côté de l'incertitude un peu plus attendue, incertitude des intentions? Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces méchants? Comment est-ce qu'on peut analyser cela à côté de cette incertitude sur la manière dont ils vont agir, ces méchants? Et pour Mathieu, cette analyse, effectivement, de la pratique sécurité soins m'intéresse beaucoup parce il semble être totalement spatial et donc bidimensionnel. Il semble comme cette typologie de variation sécurité et soins reste sur une espèce de carré comme dans votre cartographie là, visuelle, spatiale. Mais est-ce qu'on néglige pas, en faisant comme ça, faisant une analyse et une tactique comme ça, est-ce qu'on néglige pas l'intensité du soin, l'intensité de la souffrance, l'intensité de la peur, si on reste sur cette dimension quasiment totalement spatiale, bidimensionnelle. Voilà. À toi l'honneur, Mathieu. Je réponds, alors mais je vais aller vite pour les réponses. Je vais répondre d'abord à Sarah sur l'innovation. Alors, moi, l'innovation en termes de renseignement, ce n'est pas du tout mon problème, mais évidemment qu'elle existe, mais je ne suis pas qualifié pour répondre. Nous, l'innovation, elle est permanente. J'avais fait un travail avec des gens de l'ESSEC qui étaient venus plusieurs fois et qui avaient été surpris par la faculté que l'ensemble des acteurs, des opérateurs du RAID avaient de faire de la R&D permanente. C'est-à-dire qu'on est chacun dans son rôle. Alors moi, sur le médical, mais pour les tireurs haute précision, pour les fractions, pour les parachutistes, enfin tout ce que vous voulez, la négo, chacun dans son rôle est en fait son propre acteur de R&D. Et donc, on est tout le temps en train de chercher comment on peut innover. Je vous ai dit le triage, je ne suis pas rentré dans les détails techniques parce que ce n'est pas du tout le propos, mais on passe notre temps à essayer justement d'innover et de trouver les outils. Alors, ça va des supports. Maintenant, on fait beaucoup de géolocalisation. Par exemple, très simplement, pour le triage qu'on a mis en place, on travaille avec une société anglaise pour essayer d'avoir des bracelets qui soient géolocalisables. Et donc, dès que nous, on passera devant une victime, on pourra lui mettre un bracelet qui permettra d'identifier la gravité et de le suivre sur des plans de gestion de crise qui se font dans nos postes de commandement. Vous voyez, tout ça, c'est quelque chose de permanent.
on essaye évidemment d'améliorer le zonage. On n'a pas inventé ça en 2 jours. Voilà. Après, pour répondre à Peter sur la partie, la question de Peter, c'était sur la gestion à la fois du temps et de l'espace. Alors, ça tombe très bien parce que c'est là encore aussi des travaux qu'on mène pour essayer de modéliser ça, parce que c'est vraiment la réalité. C'est comment l'ensemble des acteurs, alors nous on travaille en groupe constitué, donc on va dire comment notre groupe travaille justement avec à la fois une maîtrise spatiale et une maîtrise temporelle. Alors d'un côté la menace et de l'autre côté, en tout cas pour moi, sur l'aspect secours. Et les deux sont indissociables. Alors, enfin, évidemment qu'en termes de soins, si je fais une réponse basique en termes de soins, plus vite il sera à l'hôpital, mieux ce sera. Ça, toutes les études le montrent et j'en suis intimement convaincu. Le problème, c'est qu'on est dans un espace où il faut gérer autre chose et en particulier la menace. Et donc, ben, voilà, il n'y a pas une méthode et il n'y a pas une solution. Mais par contre, on a bien intégré qu'il fallait gérer à la fois l'espace et à la fois le temps, et à la fois du côté secours et du côté intervention. Voilà. Mais je n'ai pas la réponse. Hein. Enfin, j'ai pas la... Si, j'ai plein de réponses, mais je n'ai pas une solution. C'est un élément de réponse quand même. Merci. Non, vous savez, on bosse, hein, mais il n'y a pas une solution. Il faut juste être conscient et c'est toute la difficulté de l'analyse. C'est plus on va réduire le temps d'analyse, plus vite on sera efficace. Mais le problème, c'est que je ne sais pas ce que sera que le prochain attentat terroriste. Ni où il sera, ni comment on bossera. Donc, on va s'adapter. Voilà. C'est tout pour mes réponses. Parfait. Et écoute, merci Mathieu pour ta présentation. J'ai beaucoup apprécié parce qu'effectivement, tu as bien illustré ce que j'avais dit d'un seul petit mot. On apprend de ces événements malheureux. J'avais utilisé le terme de résilience, mais toi, tu as bien montré qu'il y avait un véritable travail d'adaptation et d'apprentissage. Et que, encore une fois, c'est le signe d'une société pas si mal que ça, puisqu'on peut se donner les moyens d'apprendre et de faire mieux. Donc, encore une fois, mais toujours dans un cadre plus large. Merci Sarah pour tes questions. Sur les technologies, les technologies, la pensée magique. On aime bien les technologies, on leur fait croire beaucoup de choses. C'est comme les chiffres, on aimerait bien que la technologie nous dise de quoi demain sera fait. Ceci étant, lorsqu'on regarde, et là je prends donc juste avant ou juste après ce que Mathieu nous a présenté, d'un point de vue de l'information, je crois qu'il ne serait pas inexact de dire que sur les 50 dernières années d'activité violente, il y a eu toujours dans l'immédiat d'un attentat ou dans les semaines qui suivent une volonté de passer à d'autres outils qui sont supposés être plus opérants, plus magiques. Mais au final, on se rend compte que le savoir-faire policier, de renseignement, le savoir-faire humain, les ressources humaines sont bien plus compétentes que n'importe quel outil que l'on pourrait proposer à prix d'or pour améliorer la détection, Non. On se rend compte que le papier, le crayon, sortir de son bureau, se balader et rencontrer, faire du contact, collecter des informations humaines apporte bien plus de renseignements que n'importe quel outil technologique qu'on n'aurait pas encore inventé. Donc j'aime beaucoup les films de science-fiction, j'adore, mais la pensée science-fiction n'apporte rien. Voilà. Donc non, il n'y a pas de technologie particulière qui pourrait permettre de prévoir. Il n'y a pas de boule magique. Et pourtant, si je peux me permettre d'interrompre, justement, la slide qui montre l'ensemble des lois qui ont été votées et mises en place, notamment depuis celle de 86, montre que, pour le coup, il y a eu une volonté politique de pouvoir renforcer l'utilisation de nouvelles technologies de surveillance, par exemple. Est-ce qu'on a en tout cas
des éléments qui montrent que ces outils-là sont quand même utilisés par les services de renseignement ou de police? Ok. Je ne peux pas parler au nom de. Merci. C'est une très bonne analyse de ta part, évidemment. Bien joué, Sarah. Je ne peux pas parler au nom de toutes les forces de police de France et de Navarre, et encore moins des forces de police dans les autres pays de l'Union européenne et au-delà. Toujours est-il que ces outils servent, mais souvent a posteriori, lorsqu'il s'agit de donner tirer des enseignements ou de produire des éléments d'un point de vue judiciaire. En revanche, et il faudrait quand même là demander à l'ensemble des forces de police qui sont en première ligne, mais je n'ai pas l'impression, en tout cas c'est ce qui ressort des différents entretiens faits depuis les années 90, que ce soit moi ou d'autres collègues, je n'ai pas l'impression que les policiers eux-mêmes, que les services de renseignement eux-mêmes soient demandeurs de ces outils technologiques. Leurs demandes sont relativement plus modestes à beaucoup d'égards. Donnez-nous du personnel compétent, bien formé, qui possède plusieurs langues, qui sache parler plusieurs langues. Et là, on touche de facto à un vrai problème qui est au-delà du problème policier, qui est le problème de l'apprentissage des langues en France. Combien de personnes parlent plus de 4 langues en France? Pas tant que ça. Donc non, je pense que la plupart des policiers, si on leur demandait en toute franchise, en dehors de caméras, en dehors d'un attentat, donc en dehors de cet espace que l'attentat prend, dirait tout simplement il nous faut des hommes, il nous faut des moyens physiques, mais pas de moyens si extraordinaires que ça. Peter, écarter l'émotion, oui, alors, tu as pointé, c'est très intelligent de ta part, parce que c'est écarter l'émotion, la mettre entre parenthèses, hein, j'ai bien dit. Hein. La mettre entre parenthèses, le temps de ne pas se faire piéger par cette émotion. Réintégrer ce que des émotions peuvent faire en amont, donc en termes de préparation d'un attentat, en termes de disponibilité mentale et cognitive pour faire un attentat, on a besoin des émotions. On a besoin aussi, et c'est ce que fait vraiment très bien Jérôme Truc et Florence Fauché dans leur livre, face à l'attentat, il y a des émotions à gérer après. Donc, je la mets entre parenthèses, l'émotion. Quant à savoir si une émotion permet de mesurer l'efficacité d'un attentat, c'est dur à dire quand même, parce que là encore, il faudrait revenir sur la typologie des attentats. Qu'est-ce que des émotions peuvent produire? Là où je te rejoindrais, et c'est ce qu'on avait essayé de faire dans un ouvrage avec deux de mes collègues à l'Université de Manchester, Amy Eklund et Andrea, c'était en Politics of Anxiety. Politics of Anxiety, c'était vraiment l'idée de dire, est-ce qu'au fond, avec ces nouveaux modes de gestion des répertoires de violence, et peut-être aussi pour faire le lien avec la séance que vous aviez précédemment sur la santé publique, l'argument politique pour jouer maintenant, c'est celui de l'anxiété, donc de l'hyper-émotion. Donc, en ce sens, je te rejoindrai sur la nécessité de prendre en compte ces émotions, de les analyser. Sur les incertitudes logistiques, là encore, on a des attentats qui sont redoutables parce qu'ils ont été préparés de longue haleine. J'en prends un très vieux expressément et de manière vraiment volontaire. Je prends l'attentat contre Carrero Blanco en 73 dans les rues de Madrid. On a un petit groupe de l'ETA, donc Euskadita Askatasuna, les Basques, qui ont passé plusieurs semaines, plusieurs mois à creuser un tunnel, à recueillir de l'information sur le passage de la voiture de ce haut dignitaire du régime franquiste, creuser un tunnel sous la rue, poser des explosifs, mettre un système d'alerte, donc à l'inverse de ce que Mathieu présentait, c'est-à-dire c'est un système de préalerte pour que l'attentat aboutisse. Donc là, on a une hyper logistique, on a des besoins, des ressources humaines, des ressources financières absolument énormes. Et donc ça, c'est un cas. Mais ce que l'on a, c'est qu'on a de plus en plus d'attentats qui demandent zéro moyen. Et donc, c'est vraiment là où ta question m'a perturbé. C'est que si l'on regarde
les attentats qui ont demandé beaucoup de moyens, en un sens, statistiquement, ils sont plus faciles à arrêter, à avorter, parce qu'il y a de plus en plus, il y a plus de monde qui est impliqué dans la préparation de cet attentat. Ils sont plus faciles à détecter, à interrompre, qu'un attentat qui relèverait plus, comme je l'ai dit, de l'ordre de la spontanéité ou d'une démarche quasiment immédiate. En main blanche, ce genre de choses. Oui. Voilà. Ouais. Donc, l'incertitude logistique, elle fonctionne à différents niveaux, et c'est ce que montrait bien Mathieu d'ailleurs dans la manière dont il a fallu articuler cette médecine tactique. C'est qu'il faut faire face, alors certes en bidimensionnel, mais en un sens, les vidéos qu'il a montrées, il y avait cet axe temporel, c'est-à-dire en fonction de la menace et en fonction de la menace à laquelle il faut faire face, il y a du temps, il y a une réarticulation du spatial et du temporel. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, est-ce qu'on a répondu à vos questions, il me semble? Oui, tout à fait. Mais est-ce que si je peux ajouter une petite question, est-ce que ces attentats plus simples, moins compliqués du point de vue logistique, sont maintenant plus fréquents? En France, en Europe, dans le monde? Mais là encore, c'est-à-dire que c'est pas simplement vouloir éviter de répondre à cette question. C'est qu'est-ce que l'on regarde, sur quelle ligne temporelle, sur quel espace. Tu as posé la question du bidimensionnel, du spatial. Donc, qu'est-ce qu'on regarde? Oui, sur les 20 dernières années, on a un mouvement, on a de moins en moins d'attentats qui seraient dans le répertoire ethno-nationaliste séparatiste, et de plus en plus d'attentats que l'on regroupe sur le terme d'islam radical, et qui utilisent effectivement de plus en plus d'objets quotidiens d'une banalité crasse mais cruelle. Mais ça se rajoute. Ça ne veut pas dire que ça supplante les autres modes. Et c'est ce que disait aussi Mathieu, c'est-à-dire qu'il faut être prêt à différents types d'attentats. Je pense que Mathieu voulait ajouter quelque chose. Ouais, juste, je voulais dire sur l'émotion, alors je ne parle pas de l'émotion du citoyen, parce que évidemment, là, il y a énormément de choses à raconter, mais ce n'est pas mon rôle. Moi, la seule chose dont je peux parler, c'est de l'émotion des intervenants qu'il faut prendre en compte. Elle est, parenthèse, elle est indispensable. C'est-à-dire que sans émotion, il n'y a pas d'action. C'est Damasio qui disait ça, je crois. Et c'est très vrai. C'est-à-dire que nous, on est confrontés à des trucs très durs, mais on se prépare justement, non pas à éteindre les émotions, mais c'est à les maîtriser et pour qu'elles nous apportent ce petit plus pour ensuite aller quand même vers des missions qui parfois peuvent être difficiles, voire fatales. Mais il y a de l'émotion. Mais de la bonne émotion, pas de l'émotion passive devant, je ne vais pas citer des chaînes, mais ça, pour moi, ça, ce n'est pas de l'émotion. Mais le mot émotion, quand Peter, tu l'as utilisé, me faisait un peu peur parce que tu parles de, en gros, l'effet terroriste recherché, c'est-à-dire créer de l'émotion collective. Et ça, bon, ça c'est l'idée même du terrorisme. Mais je trouve qu'elle est assez passive finalement, et surtout qu'elle est cultivée, elle est entretenue. Il y a une majoration. Maintenant, alors, tout ce que je dis, enfin, évidemment, il faut le prendre avec des pincettes, mais une petite attaque au couteau prend des proportions complètement dingues dans l'émotion collective de la population et sidère complètement la population. Voilà, et alors qu'est-ce que ce sera la prochaine étape? Donc ça, pour moi, ça me fait très peur, cette émotion collective. En revanche, l'émotion qu'on connaît, nous, en tant qu'intervenants, elle est un soignant. Il doit être dans l'empathie émotionnelle. Il ne doit pas être dans la fausse sympathie, mais il doit avoir des émotions et il doit bien les utiliser pour avoir la meilleure réponse possible. Donc, c'est inclus dans la réponse. Ouais. Non, tout à fait. C'est une petite question un peu bête pour provoquer notre cher Emmanuel Pierre.
Ouais, mais le mot fait le Je mot suis peut. d'accord avec Mathieu. Je suis d'accord avec Mathieu. Il y a émotion et émotion comme il y a attentat et Voilà, attaque. voilà, c'est vrai. Merci pour vos réponses. Je vais prendre donc, je vais me faire la porte-parole de 3 questions qui vous sont posées et puis je donnerai la parole à Marc Weltman qui posera sa question directement. Et on fera un premier tour comme ça de questions et on verra si on a un peu de temps pour un deuxième tour, hein. Donc la première question, c'est Lily Soussoko qui vous la pose, qui vous remercie donc déjà évidemment pour vos 2 présentations. Il y a donc la question s'adresse plutôt à Emmanuel, Pierre. Pourriez-vous revenir sur les critères généralement employés pour qualifier une action violente d'attentat? Dit autrement, qui et comment définit-on un attentat terroriste? Bon, ça, c'est la Ça, c'est une vaste vieille question. question. Ouais, ouais. Une question de Marie-Léandre Gomez, qui vous remercie également, et qui vous pose la question: de quelle façon le grand public peut-il être pris en compte, jouer un rôle dans les modèles d'analyse pour ce qui est d'Emmanuel Pierre ou les modèles d'intervention pour ce qui est de Mathieu que vous nous avez donc présentés. Notamment, elle pense aux réseaux sociaux. Une troisième question de Maxime Liétard, qui aurait aimé poser sa question directement, mais qui malheureusement ne peut pas. Alors, malgré la non-demande d'innovation technologique chez les forces de l'ordre, n'y aurait-il pas une gestion friable des attentats d'ordre technologique? Je pense par exemple au piratage de grande ampleur, comme l'incursion dans des données confidentielles nationales. Autrement dit, sans faire preuve d'innovation technologique, ne serait-on pas exposé aux attentats technologiques par mégarde? Et voilà. Et je passe tout de suite donc la parole à Marc. Je vais normalement, vous pouvez vous connecter. Vous avez la parole. La première question, elle est pour Emmanuel. Donc, Oui, oui, non, mais il y a une question qui va vous être posée directement. Marc, vous nous entendez? On ne vous entend pas. Est-ce que Marc peut... Alors, est-ce que ça fonctionne à présent? Ça y est, Oui. on vous entend. Allez-y. Bonsoir. Ma question est sur un aspect culturel du côté des forces de sécurité intérieure et savoir si le non-événement est considéré comme une réussite plus grande que la réaction à l'événement. Et si on allait à la caricature de la question, c'est est-ce que les forces de sécurité intérieure accepteraient d'être sifflées après le Bataclan et applaudies chaleureusement le 31 d'un mois où il ne s'est rien passé? Merci beaucoup. Alors, je vous propose que peut-être Emmanuel Pierre commence et puis ensuite, on laissera Mathieu répondre. OK, merci. Madame Sussoko, si j'ai bien noté, pardon, hein. Comment peut-on définir un attentat terroriste? Alors, une réponse de Normand, donc un peu moitié-moitié. Ça dépend dans quelle société, à quel moment et dans quel contexte. Euh, un attentat, stricto sensu, c'est quelque chose qui perturbe un ordre des choses bien établi. Ça part aussi, la ligne derrière, la ligne philosophique, si vous voulez, philo-politique qu'il y a derrière, c'est que l'ordre doit être stable et comme un peu une ligne d'encéphalogramme plat. Et dès qu'il y a un événement qui perturbe cet encéphalogramme, ça devient un attentat. Donc ça, ce serait une définition, mais vous voyez en quoi elle dépend d'une compréhension un peu grossière de ce que c'est qu'une société. Une société est vivante et il y a des aléas, donc tout pourrait être attentat. Et on le voit d'ailleurs dans la définition de ce qui relève du terrorisme. La définition s'est élargie comme ça sur les 50 dernières années. Il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer dans c'est un attentat terroriste. L'enjeu vraiment de la présentation que j'ai essayé de faire, c'est de dire, mais au fond, c'est quoi un attentat quand on voit la diversité du type d'attentat, la diversité des modes opératoires des attentats, et puis, in fine, et je n'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, sur que fait-on en termes individuels et de mémoire collective de ces attentats qui ont été meurtriers, mais que l'on a oubliés. Ça interroge quoi?
ça interroge des logiques de commémoration bien particulières qui sont beaucoup plus récentes. C'est vraiment sur les 15 dernières années qu'on a commencé collectivement à se dire qu'il fallait commémorer des attentats. Ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire commémorer un attentat? On commémore les victimes, on commémore quoi? On commémore un vivre ensemble. Donc, définition d'un attentat, celui que vous voulez, mademoiselle ou madame. En un sens, c'est assez élastique et cette élasticité pose problème. Madame Gomez, je crois, comment le public peut-elle être pris en compte? J'aurais tendance à dire que le public, moins il est pris en compte dans la gestion d'un attentat, mieux c'est. On a déjà un nombre incroyable de professionnels qui sont mobilisés. On a des professionnels de l'ordre policier, de l'ordre médical, et donc Mathieu l'a très bien dit, et on a aussi toute une autre série de personnes qui sont impliquées. Jusqu'à un certain point, je pense qu'on a impliqué beaucoup trop de monde et on donne beaucoup trop de souffle, beaucoup trop d'importance à cela, et on crée beaucoup trop de panique et d'émotions négatives, pour le coup, en voulant impliquer trop de monde. Ça ne me paraît pas être une solution très sage, à la fois en termes de société et à la fois en termes de démarche démocratique. C'est la démocratisation de la lutte antiterroriste ne me paraît absolument pas être une bonne voie. Et c'est un peu celle qu'on a prise sur ces 10 dernières années en France. Elle ne porte pas ses fruits jusqu'à maintenant. Et au contraire, j'aurais tendance à dire, peut-être un peu trop rapidement, mais je pense qu'il y a un lien entre cette démocratisation de la lutte antiterroriste et les effets de polarisation que l'on peut constater dans la société. Je lance cette idée, je n'ai pas de quoi la soutenir, mais à mon sens, ça, c'est vraiment quelque chose à regarder. La démocratisation de la lutte antiterroriste est une grave erreur. Sur question de M. Liétard sur les attentats technologiques. Oui, alors, oui, a-t-on besoin de plus de technologie pour répondre à des attentats technologiques? Oui, effectivement, oui, c'est certainement mieux d'avoir des dispositions et du matériel informatique pour faire face à des attaques de ce type-là. Mais là encore, ça ne veut pas dire que les ressources humaines sont inutiles. Donc ça reste une constante. Ça reste une constance à plusieurs niveaux. Les ressources humaines, policières ou de renseignement, c'est pas seulement avoir du nombre, c'est avoir des personnes qui ont la mémoire institutionnelle et qui sont capables de tirer des logiques de fond. Et vous l'avez vu dans la présentation de Mathieu Langlois, pour en arriver à la constitution de cette logique tactique de gestion, de sécurité et médicale, ça suppose qu'il y ait des personnes qui sont en poste depuis longtemps, qui aient une expérience, qui savent la partager et qui puissent s'adapter. Donc oui, évidemment, des outils technologiques peuvent aider, contribuer, surtout pour faire face à des menaces dites plus technologiques, mais ça ne veut pas dire que les ressources humaines sont inutiles. Question de M. Veltman. Le non-événement est-il considéré comme plus... Ça, c'est une question perturbante et à la fois extrêmement intéressante, donc merci de l'avoir posée. Quand les forces de police, les forces de renseignement prennent la parole et énoncent le nombre d'attentats qu'ils ont déjoués, on est peut-être dans ce que vous êtes en train de dire. Face à un non-événement, on veut montrer quand même qu'on fait des choses. Donc, on va donner du chiffre sur les attentats déjoués. Mais ces attentats déjoués ne disent pas grand-chose de la menace. Ça dit ce que j'ai essayé de dire, c'est qu'on est dans la gestion des chiffres et les chiffres, on veut les faire parler pour montrer qu'on est efficace. Mais efficace par rapport à quoi? Oui, il faut être prêt parce que c'est quand même un enjeu de nos sociétés, c'est-à-dire de faire en sorte que nos semblables, nos citoyens, nos concitoyens ne meurent pas dans des conditions atroces. Donc, il faut être capable d'être présent, d'apporter un service de police et un service médical compétent. Mais si vous sortez de cet séminaire en pensant et en étant persuadé que les attentats de masse
c'est ce qui va vous arriver demain et c'est ce qui va arriver le plus souvent dans notre vie, je pense que j'aurais raté mon coche. Encore une fois, ces violences débordantes, ces violences qui font événement, ces violences insupportables, elles sont insupportables parce que finalement, historiquement, on en a de moins en moins. Et c'est pour ça que je faisais ce détour par l'étranger. Elles sont horribles justement aussi parce qu'on en a de moins en moins. Et ça, ce n'est pas le moindre des paradoxes. C'est-à-dire qu'on est de mieux en mieux préparé, on a une réponse de plus en plus efficace, même y compris au moment de l'attentat, et c'est ce que montrait Mathieu, on est vraiment là, on apprend tous les jours. Mais ces menaces-là, je reprends, si on fait une échelle de la morbidité à laquelle nos sociétés doivent faire face, les attentats ne sont pas en haut de la liste. Il ne faut surtout pas l'oublier. Je prends juste un chiffre qui me vient juste dans la tête et vérifiez-le avant. Après, le nombre de morts par an en France dans le cadre de violences conjugales. Alors, non seulement il évolue, il est à la hausse, mais on est entre 150 et 170 personnes par an, et essentiellement des femmes en plus, qui meurent sous les coups d'un conjoint et d'une conjointe. En 2019, et là encore vérifié, il me semble que les chiffres m'avaient quelque peu affolé. On avait eu aussi 25 enfants qui étaient morts des coups dans la violence conjugale. On a 200, 220 000, 250 000 femmes par an qui sont victimes de violences conjugales. Donc, si on est sur une échelle de chiffres, une échelle de la morbidité, je dirais, et avec prudence, que ces attentats ne devraient pas être au cœur de nos préoccupations. Il faut qu'on puisse y répondre, et certainement en termes de services médicaux et de renseignement, mais ce n'est pas le cœur, ce n'est pas le risque principal. Je m'arrêterai là. Je la parole à Mathieu. Je ne peux pas m'empêcher de rebondir là parce que je pense, bien entendu, là, cette radiographie des faits, c'est indispensable, bien entendu, mais je pense qu'on peut aller trop loin en réduisant la lutte contre le terrorisme, contre l'attentat, pardon, comme un exercice factuel. Je pense que le moment où on maîtrise les oubliettes, les méprises des faits, le terrorisme, pour le dire de l'autre manière, d'une autre manière, le terrorisme dépend totalement de ces images, de l'imaginaire, des émotions. Et donc, le comprendre mieux en réduisant aux faits me semble un peu à côté de l'affaire. Je vois bien l'exercice d'objectivité scientifique, mais je ne pense pas que c'est la piste qui intéresse le plus les auteurs des attentats. Vous savez très bien ce que je veux dire. Oui, mais pardon, Peter, là encore, alors là, pour le coup, je vais aller à l'encontre de ce que tu dis parce que il me semble que dans la manière dont tu le présentes, hein, je ne te juge pas, évidemment, tu sais bien, la manière, l'argument me semble rétréci à notre espace européen et puis à notre espace de ces dernières quelques années. L'exercice de typologie vise pas à scientifiser le propos absolument et puis dire bon voici ce qui se passe et puis point barre et il n'y a rien d'autre. C'est de montrer des évolutions et les évolutions sont quand même assez claires. On est passé, si on prend de manière plus large, on est passé d'attentats qui visaient à la fin du 19e, milieu du 19e, qui visaient essentiellement des chefs d'État à des attentats qui visent de plus en plus les populations civiles. Bon. C'est une objectivation et elle fait sens. Et elle fait sens, là, pour le coup, dans ce que tu dis. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il faut ignorer les attentats, ne pas y répondre et puis essayer de les réduire à la portion congrue. Je dis, encore une fois, de mettre en parenthèse cette émotion qui nous empêche de voir que ce n'est peut-être pas, pour nos sociétés démocratiques actuelles, l'enjeu majeur. Voilà. Mais il faut que je laisse la place à Mathieu. Oui, et M. Veltman. Moi, je vais répondre. Alors, je vais essayer de répondre à toutes les questions.
déjà, je vais dire à Emmanuel que je suis évidemment, je suis absolument d'accord avec sa vision, même s'il essaye de me foutre au chômage. Euh, euh, j'ai bien compris le message. Moi, j'ai une carte, c'est que je m'occupe aussi du Covid. Donc, si les attentats ce ne sont pas une priorité, peut-être que le Covid va l'être, alors je rebasculerai à ce moment-là plus sur le Covid. Non, mais je comprends très bien ce que tu as dit et ça a du sens. Après, alors, la première question n'était pas pour moi. La deuxième, non plus, si. Si, Marie-Léandre, c'était sur les. Alors là aussi, le rôle du citoyen, moi, tu as été un petit peu, je trouve, dur dans ta réponse, je pense. Enfin, moi, c'est ma vision. Je pense que le citoyen doit être un acteur, que ce soit du secours ou de sa sécurité au quotidien. Ça veut évidemment surtout pas dire qu'il doit être armé et le premier intervenant en cas d'attentat et il sera jamais une force de réponse, d'intervention. Néanmoins, on doit acquérir de la culture, de la vigilance. Alors je crois que c'était le président ou c'était le Premier ministre qui avait parlé de vigilance, de choses comme ça. Sur l'aspect secours, on doit évidemment, au lieu de rester parfois passif, peut-être être un peu plus euh, un petit peu plus acteur. Donc, le citoyen, je le mettrais au cœur du dispositif. Mais là où tu as raison, ce n'est pas au cœur du dispositif dans la réponse une fois que l'attentat a lieu. Ça, je suis. Parce que là, c'est la porte ouverte au mytho. Ça, c'est hors de question. Mais si on veut, on a parlé de l'émotion collective un peu qui sidère plus qu'autre chose. Si on veut limiter cet effet-là, c'est en impliquant un peu le citoyen à être un peu plus, à mieux comprendre, et c'est ce qu'on fait là aujourd'hui. Hein, il y en a, et je ne suis pas sûr que dans les gens qui nous écoutent, il y en ait un qui va devenir médecin en raid demain. Enfin, je suis même sûr que non. Mais néanmoins, dans ce partage, le but, c'est quand même de mieux comprendre et donc d'être un petit peu plus résilient et peut-être donc sous une forme acteur de la menace. Si je peux me Alors permettre, après, si je peux me permettre, juste, je pense que aussi Emmanuel Pierre devait penser, vous me dites si je me trompe, à toute l'implication de la société civile, dans notamment les politiques de prévention de la radicalisation. Hein, le fait il est demandé à des citoyens justement non acteurs de la sécurité de devenir ces acteurs aussi propre à la lutte antiterroriste. mais je suis 100 fois d'accord avec lui, mais on n'a pas le temps là. Mais le problème, c'est que c'est toujours, si tu mets le curseur un peu trop à droite, bah, tu vas le payer, et un peu trop à gauche aussi. Donc voilà, mais on en reparlera autour d'une bière. Pour finir les questions, il y avait alors tout ce qui est cyberattaque et autres. Alors là, clairement, moi, je soigne les humains, donc ça règle le problème pour ma réponse. Euh, Ensuite, après la dernière question, qu'est-ce que font les experts du RAID? Alors nous, on est experts de terrain tous et on est des spécialistes du terrain. Ça nous donne et on n'a aucune formation à la R&D dans le sens où on entend. Par contre, on connaît le terrain et peut-être qu'il y a trop de modèles de R&D qui sont justement détachés du terrain. Et d'un côté, des gens qui réfléchissent mais qui ne connaissent, mais alors rien, et je parle pour ce que je connais, mais alors rien de chez rien à ce que on vit sur le terrain et donc à nos besoins. Donc, il faut que ce soit un lien entre les deux. Et le lien, je pense qu'il doit, comme toujours, ça doit être du bottom-up, c'est-à-dire que c'est le terrain qui fait remonter ses réflexions et ses besoins à des gens dont c'est plus le métier éventuellement de réfléchir et d'apporter des solutions. J'ai quand même souvent été assez déçu parce que j'avais des personnes qui venaient m'expliquer, qui n'avaient jamais fait le moindre secours, qui venaient m'expliquer ce qu'il fallait mettre en place. Ça m'a toujours un peu. Je dis pas il peut pas m'aider, mais il faut d'abord qu'il m'écoute. Enfin, c'est comme ça que je pense que la bonne R&D se fait. Après, moi, je suis médecin, je suis pas chercheur.
Justement, je crois que dans la question d'Océane Mascaro, il y avait aussi cette question du fait que vous êtes des experts au sein du RAID, mais que vous avez une activité quotidienne qui, pour le coup, est plutôt plus normale, si je puis dire. Notamment, dans votre cas, vous intervenez toujours à l'hôpital. Alors, peut-être que vous pouvez nous en parler, mais dans le quotidien que vous pouvez avoir n'est pas forcément toujours être dans l'attente d'une opération d'urgence. Mais même, alors je ne vais pas parler, on n'a pas le temps, pas de l'hôpital et tout ça, mais le lien entre la recherche, la R&D et les acteurs de terrain, je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener. L'hôpital, pour beaucoup de médecins, ils sont persuadés qu'ils sont des grands sachants et ils n'écoutent personne. Je ne dis pas ça, je dis juste que, évidemment qu'on a besoin d'être entouré. Donc, si Océane est intéressée pour faire de la R&D dans un domaine que je connais, elle est bien volontiers. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire, nous. Par contre, quels sont les besoins terrain, comment ça peut ensuite être mis en place sur le terrain, il faut aussi nous écouter. Donc, il faut que ce soit deux mondes qui se parlent. Et je prends pour la médecine, c'est probablement plutôt aux médecins de tendre la main à tout un tas de personnes qui ont des idées sur faire évoluer le monde de la santé, mais qui, comme ils ne sont pas médecins, n'ont pas, entre guillemets, les bons codes d'accès. Donc, je comprends très bien la question, mais il faut que ce soit deux mondes qui se parlent avec quand même une priorité. D'abord, ça part du terrain pour revenir au terrain. Voilà. Ah non, il y avait la question de Marc. Alors là, ça va être super. Je vais finir là-dessus. Parce qu'en gros, est-ce qu'on veut être flatté, aimé, détesté et tout? Alors là, je vais être très franc avec lui. Alors, ça peut faire très mal, mais finalement, heureusement, on s'en fout un petit peu collectivement. Les, nous, les plus grandes critiques, c'est nous qui nous les faisions entre nous lors de débriefings. C'est là où c'est le plus dur parce qu'on a besoin de tirer des enseignements de nos erreurs et de s'améliorer. Donc, vous inquiétez pas, on n'a pas besoin de la presse pour s'autocritiquer. On fait ça bien mieux que vous. Et puis après, le problème, c'est que ce qui me fait peur, moi, c'est je l'ai vécu, par exemple, Saint-Denis, qui est une très belle opération, donc la neutralisation d'Abaoud 3 jours après le Bataclan, qui allait commettre un attentat dans une école à la Défense le jour même. Donc, juste pour placer le contexte, donc une intervention pas préparée, très difficile, très complexe. On s'est fait massacrer par les médias parce qu'on a été nullissime, enfin la com n'a pas été bonne. Mais c'est tout le problème de la communication. Donc c'est tout un autre chantier, une autre discussion sur quel est le rôle de la com et qu'est-ce que doit être la com. Mais c'est vrai, j'ai fait une conférence il n'y a pas si longtemps avec l'ancien porte-parole du ministère et qui disait d'une très belle opération avec une mauvaise com, on en fait une catastrophe. Et à l'inverse, une opération nullissime avec une très bonne com, vous avez la gloire à vie. Donc, moi, je ne cherche pas du tout la gloire à vie. C'est vrai que ça nous emmerde un peu quand une belle opération est critiquée parce que justement, il y a eu une mauvaise com. Mais ne vous inquiétez pas, on passe à travers tout ça. C'est très intéressant cette remontée d'expérience. Je crois que c'est le moment de conclure. Peter, peut-être que tu voulais ajouter quelque chose? Bon, juste pour vous dire merci beaucoup d'être venu, d'avoir parlé de. Je pense qu'on a fait preuve d'une complémentarité vraiment inhabituelle, donc je suis vraiment très reconnaissant. Merci à vous. Et à mon Merci. tour de vous remercier tous les deux. Encore une fois, nous avons eu droit à une belle séance et des échanges effectivement très complémentaires. Je pense que nous avons encore une fois abordé des aspects que nous n'avions pas abordés lors des 7 séances précédentes. Donc, merci encore à vous deux. Pour la semaine prochaine, voilà, donc le 2 décembre, nous aurons donc une séance qui sera consacrée cette fois-ci au fait d'essayer de décoloniser le digital. Et donc là, nous recevrons Moutale Nkondé qui appartient à
AI for the People, et Anaïs Noni, qui est chercheuse à l'université de Cork. Donc, nous vous retrouvons dans une semaine. D'ici là, bonne soirée à tous. Et encore merci à nos deux invités. Bonsoir. Merci. Bonne soirée.